Salut les pantouilleurs, bienvenue dans cette troisième vidéo parenthèse pentouille qui sera consacrée à l'ombre du salut, la seconde extension disponible en français pour l'excellent jeu Shards of Infinity. Shards of Infinity, c'est un jeu de deck building. Je vous en ai parlé pour la toute première fois en août 2021. C'était déjà il y a presque un an. J'ai halluciné quand j'ai vu la date de parution de cette vidéo. Ça fait plus d'un an que je joue très fréquemment à ce jeu, que ce soit en physique avec ma chérie ou sur l'ordinateur, contre des joueurs loin ou contre l'intelligence artificielle. Je m'en lasse pas. Le temps est vraiment passé très vite pour le coup parce qu'on le ressort très souvent et on s'amuse toujours autant. Donc ça, c'était la boîte de base. Je vous avais présenté quelques mois plus tard la première extension, les reliques du futur. Donc vous retrouverez évidemment ces deux vidéos dans la description de ce nouvel unboxing. Et puis je mettrai les liens à la toute fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va se pencher sur celle-ci, donc l'ombre du salut, qui est la deuxième extension en français disponible. Avant de commencer, un immense merci à Yellow qui m'a envoyé cette boîte. Yellow, c'est l'entreprise française qui s'occupe de la localisation et de la distribution de Shards of Infinity. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une petite boîtounette un peu en avance pour vous la présenter. C'est un grand plaisir, j'ai hâte d'y jouer. Vous voyez, là j'ai totalement joué le jeu, elle est encore sous blister, je me suis pas spoilé, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc encore un grand merci à Yellow. J'ai beaucoup hésité pour le début de cette vidéo parce qu'évidemment j'ai très envie de vous parler tout de suite de l'ombre du salut, mais pour ceux qui n'ont pas du tout vu mes deux autres vidéos, ils vont rien comprendre du tout. Donc je vais quand même faire un petit rappel rapide sur la boîte de base et sur l'extension. Je le redis, ça va être beaucoup moins complet, beaucoup moins exhaustif que les deux vidéos complètes que j'ai fait sur les deux boîtes précédentes. Donc allez plutôt zioter ces deux boîtes si ça vous dit. D'autant que je suis sûr à 6000% que je vais oublier de dire des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, cliquez sur les liens, vous ne le regretterez pas. C'est un excellent jeu de deck building. Je vais essayer de vous en convaincre, en tout cas de vous rappeler moi les points que je kiffe énormément. Et j'espère que ça vous donnera envie, comme moi, de poursuivre l'expérience sur ce jeu. Dans la boîte de base, qui était destiné à 2-4 joueurs pour 10 ans et plus, des parties de 25-30 minutes. Nous, elles durent plutôt 25 minutes, surtout parce que ma chérie joue très agressif, donc en général, ça barde fort. Le contenu, on avait 128 cartes, 4 fiches héros et un livret de règles. Donc, grosso modo, c'est du deck building. Donc, vous allez partir, chaque joueur va partir avec, au début, 10 cartes en main. 7 cartes de cristaux, qui sont... En gros, c'est la monnaie qui vous permet d'acheter d'autres cartes. Vous le voyez, celle-ci coûte par exemple 3 cristaux. Et un réacteur d'éclat qui vous permet de gagner de la maîtrise. Un blaster qui vous permet de faire un dommage. Et un éclat de l'infini dont on reparlera très vite. On va même en reparler tout de suite. Donc vous avez 4 fiches héros puisque c'est pour 2 à 4 joueurs. Alors avec la boîte de base, le choix du héros, il est juste, on va dire, cosmétique, il est esthétique, il n'y a pas d'avantage à prendre un héros plus qu'un autre, puisqu'ils ont tous exactement les mêmes capacités. Donc que ce soit celui-ci, Continue, Tetra, Volos ou Decima, c'est la même chose. Sur ces fiches héros, vous avez les points de vie. Donc je le redis, ça aussi, c'est du carton bien épais, c'est super qualitatif. On part avec 50 points de vie, donc symbolisés par cette petite croix. Et le but du jeu, c'est de flinguer les adversaires et de les ramener à 0 points de vie. Donc on tourne la molette et vous avez ça, très important, c'est le symbole de la maîtrise. C'est une des mécaniques super intéressantes de ce jeu. On part à 0 point de maîtrise et on va monter sa maîtrise petit à petit. L'intérêt de monter la maîtrise, il est double. Premier intérêt, alors vous avez des cartes qui sont évolutives. Et ça, c'est un des trucs que je trouve aussi très fort et très stratégique. Vous voyez ce symbole-là, c'est si sur votre carte, vous êtes à 10 points de maîtrise, donc sur votre fiche héros,
En plus, quand vous allez jouer cette carte-là, en plus de gagner un point de maîtrise, eh ben, vous allez aussi vous guérir de 5 points. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont comme ça, évolutives, et qui vont rajouter du piment, parce que voilà, vous allez un peu avoir la stratégie de la course si vous le souhaitez. Hein. Il y a ma chérie court plutôt après les dégâts pour m'en mettre plein la tronche. Moi, j'avoue que j'ai plutôt tendance à courir après la maîtrise. On temporise un peu, c'est le mode diesel, on commence doucement. Par contre, quand on active toutes les capacités spéciales grâce à la maîtrise, ça fait très mal. Et surtout, ce qui fait extrêmement mal, c'est quand on arrive à 30 points de maîtrise et qu'on va piocher cette carte-là, eh ben, on va mettre une infinité de dégâts. Donc en gros, on one-shot son adversaire. Du coup, chaque joueur part avec exactement les mêmes 10 cartes au départ. Il va en piocher 5 pour constituer sa main. On a toujours 5 cartes en main. Et avec ces cartes-là, il va les piocher, enfin il va les choisir dans la rivière, dans le marché. Donc il y aura 6 cartes au milieu de la table. Et vous piochez ce que vous voulez acheter en fonction de ce qui est disponible. Ce que vous achetez part dans votre défausse et c'est ça qui va vous permettre en fait petit à petit de monter votre deck, d'étoffer votre deck en fonction de la stratégie que vous voulez développer, plutôt agressive, plutôt défensive, plutôt basée sur la maîtrise, plutôt basée sur les héros ou les mercenaires, ça je vais vous le remontrer aussi. Et puis bien sûr il faut s'adapter à la stratégie de votre adversaire aussi pour l'embêter un maximum. Il y a 4 factions disponibles. Alors là aussi, je ne reviens pas en détail sur les factions, sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Là, je vais faire vraiment un archi best-of. Donc vous avez la faction Spectra, le Maquis, la faction Homo Deus et la faction de l'Ordre. Je vais quand même vous montrer vite fait aussi quelques-unes des cartes très intéressantes qui rajoutent aussi beaucoup de stratégie et de sel à ce jeu. Alors premier truc intéressant, on l'a sous les yeux, vous voyez, on a des cartes qui sont des alliés, donc les alliés on les prend, on les a en main, on les joue, ils partent dans la défausse. Les champions, par contre, ils vont pas partir dans la défausse, vous le jouez, il reste à côté de votre fiche héros, donc vous le mettez comme ça, et vous allez pouvoir le jouer à chaque tour. Chaque tour, vous bénéficierez de ses effets, donc en l'occurrence celui-ci, à chaque tour il va mettre 2 quiches, et si jamais vous êtes à 20 points de maîtrise, il va doubler le nombre de quiches que vous mettez. C'est très puissant. Ça double pas que les deux. Ça va doubler si vous alliez mettre 10 tartes à votre adversaire, vous activez ça, vous lui en mettez 20. Très violent. Donc il reste sur la table. Et votre adversaire, pour le dégager de la table et pour vous empêcher d'en bénéficier à chaque tour, il devra lui virer ses 4 points de vie. Donc ça, c'est le premier type de carte super intéressant. C'est les champions. Autre carte intéressante, les mercenaires. Vous le voyez, ils ont le bord rouge. Alors ceux-ci, vous avez 2 options. Soit vous les achetez, vous les recrutez vraiment et vous les mettez dans votre défausse et dans votre deck et comme ça, il ressortira au fur et à mesure du jeu. Ou vous pouvez les jouer immédiatement. Vous êtes vraiment en dèche de points de vie, vous êtes sur le point de mourir, et vous achetez ça pour 2 et vous vous soignez immédiatement de 4 points de vie. Par contre, ça repart dans la pioche commune, vous ne pourrez pas le repiocher. Un autre truc sympa, c'est ça, c'est les boucliers. Si vous avez celle-ci en main, votre adversaire allait vous mettre 10 quiches, et vous en virez 8 et vous en prendrez que 2. Le dernier point dont je voulais vous parler pour la boîte de base, c'est les capacités spéciales des factions. Elles ont donc des capacités qu'on peut activer de différentes manières. C'est pareil, je ne peux pas tout vous montrer, zioter la vidéo de la boîte de base là pour en savoir plus. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de vidéos de parties commentées qui sont sur YouTube et qui sont très 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 intéressantes. Donc par exemple pour cette carte Spectra, donc c'est la capacité Echo pour la faction Spectra, au lieu de gagner 2 quiches, on va mettre 6 quiches s'il y a une carte Spectra dans la défausse. Pour le Maquis, c'est la capacité Union qui va permettre, pour celle-ci en tout cas, de détruire un champion adverse si vous avez joué un autre Maquis. Et là, parfait. Pour l'ordre, c'est la capacité Domination. Et pour cette carte-là, en tout cas, elle fait gagner 2 de maîtrise si on a joué et ou révélé une autre carte Homo Deus, Maquis et Spectra. Donc ça fait partie des mécanismes
qui me plaisent beaucoup, que je trouve novateurs et qui permettent de rajouter beaucoup de stratégie et beaucoup de rejouabilité à ce jeu. C'est pour ça, je pense qu'on s'en lasse pas, c'est pour ça qu'on continue à y jouer autant, parce qu'il n'y a aucune partie qui ressemble à une autre et tout peut basculer en une carte. Les capacités spéciales, elles sont très très puissantes, les mercenaires peuvent vous sauver la vie, les boucliers peuvent vous sauver la vie, les cartes qui permettent de gagner des points de vie vont aussi retourner, la maîtrise change tout. Réellement, c'est un jeu dont on ne se lasse pas parce qu'on peut gagner ou perdre de très 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 nombreuses façons. Après la boîte de base, nous avions eu droit à une première extension en français, les Reliques du Futur, qui contenait 32 cartes et un livret de règles. Ce livret de règles, il apportait des nouvelles règles qui, là encore, offraient de nouvelles possibilités très sympatoches. Donc le premier changement de règle, c'était ça. Donc ça s'appelait les Reliques du Futur, tout simplement parce que dans la boîte, on avait des reliques. 2 reliques pour chaque héros. Donc 4 héros, 2 x 4, vous aviez 8 reliques que vous pouviez prendre dans votre deck, que vous pouviez recruter lorsque vous atteigniez 10 de maîtrise. Le gros intérêt de ces reliques, c'est qu'elles allaient rendre chaque personnage unique. Dans la première boîte, je vous l'ai dit, chaque perso, chaque héros était totalement équivalent. C'était les mêmes. C'était purement esthétique le choix du héros. Là, avec les reliques, c'était plus du tout le cas puisqu'il y avait un intérêt plus ou moins sympathique à choisir un héros plutôt qu'un autre en fonction de votre style de jeu. Par exemple, les reliques pour l'ordre, vous aviez soit les croissants terminaux, donc qui permettaient de gagner 1 de maîtrise, puis autant de quiches que la moitié de votre maîtrise. Et quand on avait 20 de maîtrise, c'était encore plus violent. Donc on avait le choix entre ça ou celle-ci, donc qui permettait de se défendre. Quand vous atteigniez 10 de maîtrise, vous en choisissiez une des deux. L'autre partait à la benne, et celle que vous aviez choisie, elle partait dans votre défausse, puis dans votre deck, et donc elle ressortait. Ça changeait vraiment le style de jeu, puisque il y avait vraiment des capacités puissantes à chaque fois, et différentes pour chaque héros. Donc là, ça a un petit peu fait plaisir à tous ceux qui dans la boîte de base avait un petit peu de mal parce que le jeu était 100% balance. Moi, ça me plaisait, mais du coup, c'est vrai qu'au moment de la sortie du jeu de base, les aficionados, les personnes qui étaient vraiment habituées au deck building, ont dit ouais, mais du coup, on a 4 héros, ils sont tous identiques, c'est pas passionnant. Là, ça avait directement remis les pendules à l'heure, entre guillemets, et ça avait contenté tout le monde. Donc, on avait les reliques. On avait ensuite des variantes de jeu. La première, c'était en équipe, donc 2 contre 2. L'arène à 3 joueurs, le défi solo, que j'ai aussi largement poncé et qui m'a beaucoup amusé. C'est pas gadget, ça fonctionne très très bien et surtout, on peut gagner facilement, se faire éclater facilement ou ça peut être équilibré. Il y a une très très bonne rejouabilité sur ce défi solo pour se faire la main. Donc là, c'était tout détaillé. Vous aviez ensuite des enchères, voilà. Alors parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des reliques qui peuvent sembler plus fortes que d'autres ou qui peuvent plus correspondre à votre style de jeu. Mais si votre adversaire dit moi je veux choisir ce héros et ces reliques là, et vous dites non, moi je les veux aussi, il y a des systèmes d'enchères ou de draft ou de reliques cachées qui permettent de se mettre un petit peu d'accord avant de se mettre sur la tronche. Un petit FAQ. Et puis un petit glossaire. Donc déjà, cette première extension, elle reboostait le jeu, elle reboostait le plaisir, elle reboostait la variabilité. Et on va donc pouvoir voir ce qu'il en est avec cette seconde extension. Retour maintenant à notre boîte L'Ombre du Salut, donc toujours édité par Ultra Pro. On a aux manettes Ryan Sutherland et Justin Gary. Toujours un jeu de 30 minutes pour des joueurs de 10 ans et plus. Et alors si on est un peu observateur,
Donc la première boîte, c'était pour 2 à 4 joueurs. Comme je vous l'ai expliqué dans la première extension, on avait le mode solo, donc on passait sur du jeu pour 1 à 4. Et là, donc 2 à 5. Un cinquième joueur va pouvoir s'inviter, prendre part au tatane. Très très belle illustration, comme toujours. Je l'ai dit dans les 2 précédentes vidéos, j'adore les illustrations de Shards of Infinity, c'est joli. Celle-ci est beaucoup plus sombre, ça colle bien avec le thème. Et puis on va voir les cartes un petit peu plus loin. Alors, de quoi il est question? Donc l'ombre du salut. Le destin du monde est entre vos mains. Ça commence fort. Dans cette deuxième extension du jeu de deck building Shards of Infinity, primé à de nombreuses reprises, ça m'étonne pas du tout, un nouveau héros nommé Rez, il est là, vient du futur pour vous avertir qu'un cataclysme est sur le point de se produire. Et c'est joyeux. Rassemblez jusqu'à 4 autres joueurs et organisez-vous pour y faire face ou utilisez les nouvelles reliques et les alliés de Rez pour affronter vos adversaires selon le mode classique de jeu. Coopérez contre 6 boss uniques et leurs champions ombre pour sauver le monde. Avancez dans le livre de campagne. Là, vous notez le terme très important et l'énorme innovation de cette nouvelle extension. Et choisissez le chemin qui vous mènera à la victoire au terme d'une aventure interactive. Jouez le nouveau maître des éclats Rez et affrontez jusqu'à 4 autres joueurs. Ajoutez la nouvelle faction Aion à la pioche commune et faites bon usage de ces capacités distorsion qui vous permettront de jouer immédiatement vos meilleures cartes. Et bien, ça promet. Contenu: 97 cartes, un livret de campagne, on le retrouve ici, un livret de règles, une fiche héros, 12 jetons piratés et un cadran de boss. Donc on comprend tout de suite que là, c'est pas juste une extension avec uniquement des nouvelles cartes pour jouer à ce qu'on a déjà vu dans les 2 précédentes versions. On a un mode campagne qui vient s'ajouter et qui vient totalement changer le jeu, qui vient totalement renouveler le plaisir de jeu. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en ouvrant la boîte Ounette. Pour la suite, je vais déjà dans un premier temps vous faire un unboxing sensu stricto, vraiment juste on déballe ensemble la boîte, je vous montre ce que ça contient, et puis je ferai une petite pause, je vais regarder toutes les cartes, je vais bien lire les règles, et puis je vous donnerai, j'essaierai de faire une première partie, et puis je vous donnerai mes premières impressions. Alors je me suis déjà spoilé, hein, là, entre la première séquence et maintenant. J'ai déjà regardé les vidéos qui sont disponibles sur internet au sujet de cette nouvelle extension. C'est du très lourd, c'est du très bon, donc j'ai hâte de tester et de vous faire mes premiers retours. Donc on a déjà, vous le voyez, un livre de campagne, c'est tout nouveau. Je vous le montrerai plus en détail. On a les règles du jeu. Hop. Et hop, ça aussi on regardera vite fait plus en détail, avec une fiche héros Rez, 97 cartes, dont 36 cartes attaque de boss, 24 cartes champion ombre, donc ça c'est vraiment totalement nouveau, 8 cartes sport, c'est totalement nouveau aussi, 2 cartes reliques, ça on connaissait déjà, 18 cartes sauvées, totalement nouveau, 9 cartes communes, donc ça c'est ce qu'on avait aussi avec les précédentes versions du jeu, un cadran de santé et de maîtrise du boss, 12 jetons piratés, totalement nouveau, un livre de campagne et ce livret de règles, ok. Comme prévu, on a donc la carte de Rez, un nouveau héros, donc un 5e héros. Des jetons, alors ça doit être, je pense, les jetons piratés. Des cartes de départ pour le 5e joueur, donc je me doute qu'à l'intérieur on va avoir les 10 cartes de départ, donc les 7 cristaux et puis les 3 autres que je vous ai montré au début. Un cadran de boss, ok, cool, avec sa santé et sa maîtrise, et puis 2 jolis tas de cartes. Donc là, eh ben, j'ai de quoi déjà déballer, lire et puis regarder tranquillement plus en détail tout ceci. Ça fait beaucoup de nouvelles choses à voir dans cette boîte, ça fait bien plaisir, beaucoup de nouveaux matériels, beaucoup de nouvelles mécaniques. Alors je vous préviens, cette vidéo elle va pas du tout être exhaustive,
Il y a trop de choses à voir. Je veux pas que ça dure 3 heures. Et ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et ou qui connaissent pas du tout Shards of Infinity vont rien piper. Je veux pas vous assommer, je veux pas non plus spoiler ceux qui aiment Shards of Infinity, je veux pas trop leur en dire. Il y a quand même des choses, c'est du narratif, c'est de la campagne, il y a des choses à découvrir tout seul. Donc je vais essayer de vous en dire le plus possible sans vous en dire trop pour tout simplement vous donner envie de tester cet excellent deck building. Si on y va crescendo, le plus simple dans un premier temps, c'est de simplement considérer Rez comme un nouveau héros disponible, un nouveau héros qu'on peut choisir et prendre ses cartes. Donc les cartes, elles sont ici, les alliés à Ion, et les glisser dans la pioche commune. Et vous pourrez choisir aussi les reliques donc de Rez. Notez, il y a une petite coquille dans la règle du jeu, je vous le dis tout de suite. Là, il était marqué qu'il y avait 9 cartes communes, donc les cartes de Rez, et dans le texte plus bas, c'est marqué 12 cartes communes. Le 12 là, il est pas bon, c'est une petite erreur entre la VO et la VF, c'est bien 9 cartes communes que vous avez pour Rez, donc qui ont des boucliers, qui permettent de gagner des cristaux et qui permettent d'enrôler gratuitement n'importe quel allié de la rivière. Donc ça, c'est puissant. Notez bien, c'est enrôler. Donc c'est comme si vous preniez un mercenaire. Je ne sais plus si j'ai dit le bon terme au début. Les cartes, on peut soit les recruter et elles partent dans notre deck, soit les enrôler, on les joue et elles repartent dans la pioche commune. Donc là, ça permet de faire des one-shots, des attaques. Enrôler gratuitement là aussi. Plus on gagne de la tatane. Vous pouvez mettre une carte Aion de votre défausse au-dessus de votre deck et piocher une carte, cool. Et on a un champion Aion, donc activé. Si vous êtes Rez, vous pouvez recruter. Donc là, on recrute n'importe quelle carte que vous enrôlez. Donc ça, la carte, par contre, cette fois, c'est pas comme un mercenaire, elle va vraiment partir dans notre deck. Là aussi, et lorsque vous recrutez cette carte, placez-la dans votre main. Cool. Distorsion infinie, enrôler gratuitement n'importe quel allié de la rivière. Ah ouais, chouette. Donc là aussi, ça va apporter des nouvelles stratégies, une nouvelle façon de jouer avec ce nouveau héros et ses reliques. Alors faites voir les reliques. On aura le choix donc entre l'éclat de vivacité, gagner 1 de maîtrise et piocher une carte. Et quand on sera à 20, Rez joue un tour supplémentaire. Ah, quand même. Eh ben. Et celle-ci, donc gagner 3 cristaux, 3 qui chassent. Copiez les effets de jusqu'à 3 alliés de votre main et ou défausse, puis bannissez-les. Et les petits amis, ça va pas déconner. Petite note au passage, les cartes sont vraiment très jolies, du petit OSL. Des yeux qui brillent, du nomome comme on aime dans le milieu de la figurine. Là, c'est déjà rien que ça, c'est une belle réussite. L'énorme nouveauté de cette extension, c'est donc, je l'ai déjà dit, le mode campagne. Pour 2 à 5 joueurs. Là, on n'est plus en 1 contre 1 ou on n'est plus en 2 contre 2. On est tous ensemble contre les méchants. Les méchants, je dis bien les méchants, il y en a plusieurs. Donc, toutes les règles qui sont ici, elles vont vous dire comment jouer les méchants, comment vous allez jouer, donc en mode coopératif, très important. Je ne veux pas tout vous détailler là non plus. On va simplement s'arrêter sur 2 choses. Alors, le deck du destin. Pour construire le deck du destin, en gros c'est le deck du méchant, vous allez prendre les 6 cartes attaques qui correspondent au boss que vous allez affronter. Par exemple, pour le premier boss, d'ailleurs ça va me permettre de faire un petit point aussi. Donc le premier boss, alors on a 2 choix, ça on va le revoir aussi dans le livret de campagne. Au premier tour, on peut jouer contre ce boss là ou un autre. Notez qu'il y a des failles mineures dans ces attaques et des failles majeures. Il y a une erreur sur les cartes. C'est exactement le même wording, alors que les failles majeures permettent de gagner 2 de maîtrise. C'est important. À l'heure où je tourne cette vidéo,
Yellow est en train de réfléchir à une façon donc de fournir des cartes corrigées. Dès que j'aurai l'info, je la noterai dans la description de cette vidéo. Donc si vous aussi vous tombez sur un paquet où ça n'a pas encore été corrigé, et ben matez la description de cette vidéo. Et Yellow a été très réactif, a réagi, enfin ils ont dit tout de suite qu'il y avait une coquille, qui travaillait dessus, et je leur fais totalement confiance pour rattraper ça. Donc vous allez prendre les 6 cartes attaque, et vous allez aussi prendre des cartes de champion ombre. Donc alors les cartes de champion ombre, vous aviez soit le groupe des aberrants, des glitch, des nécrotiques ou des talos. Et ça, vous allez savoir ce que vous recrutez. Donc pour ce premier boss qui est Moxai, vous allez prendre ça, c'est glitch, et ça, c'est talos. Et du coup, hop là, dans le deck du méchant, et ben vous allez chercher le petit symbole. Donc ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Toujours pas. Voilà. Donc on mettra dans son deck cette carte-là, enfin ces cartes-là par exemple, et ces cartes-là. Tout ça, ça fera le deck du destin, le deck du gros méchant pas beau, qui comptera, donc je ne veux pas dire de bêtises, voilà, 18 cartes en tout. Le livret vous explique ensuite comment le boss va jouer en premier, et comment vous allez jouer. Un petit truc sympathique et important, si votre groupe manque d'expérience dans Shards of Infinity, nous vous recommandons d'ignorer le premier tour du boss lors de chaque combat, afin d'alléger un peu la difficulté du jeu. Parce que c'est vrai, là j'ai parcouru toutes les cartes, et j'ai regardé quelques vidéos disponibles sur internet, ça tatane, c'est violent. Donc je pense que la première partie, j'irai mollo, même si on a fait beaucoup de parties de Shards, on va se ménager. Donc c'est détaillé comment il va jouer, et ensuite est détaillé le tour des joueurs. Je le redis, c'est du coopératif. Tous les joueurs vont jouer en même temps, et tous les joueurs donc peuvent discuter, bien sûr, mettre en place des stratégies. Toi tu prends plutôt ces cartes-là, moi je prends plutôt celle-ci pour déclencher les effets, etc. etc. C'est interactif, c'est coopératif, c'est une excellente idée. Ça change totalement le mode de jeu, ça change totalement le déroulement du jeu. C'est très chouette. Donc la fin de la partie, bien sûr. Et vous avez, encore une fois, des variantes pour augmenter la difficulté. Un mode héroïque. Vous ne les sauverez pas tous. Donc ça aussi, il faut que je vous montre les cartes sauvées. Invoquer des champions de l'ombre, et le mode alliance à 5 joueurs, et il y a aussi un défi solo et un mode boss unique, et toujours un petit FAQ à la fin, un petit glossaire également. À propos de l'aspect coopératif, deux trucs très sympatoches. Donc le premier truc, c'est ça. Donc vous pouvez en fait combiner vos shoots, les différents shoots que vous allez cumuler avec vos cartes. Tous les joueurs peuvent prendre leur shoot et buter les ombres, enfin les champions ombres adverses. Vous mettez tout ça dans un pool, bim, vous flinguez les champions. Parce que pour rappel, les champions, ils ont un nombre de points de vie, et pour les tuer, pour les sortir du jeu, il faut lui virer tous ses points de vie. Vous ne pouvez pas lui mettre 5 dommages et lui dire je lui mettrai un dommage au prochain tour. Non, il faut les one-shotter. Donc ça, c'est bien pensé. On peut combiner les attaques et déglinguer les champions. Et les points de soin, on peut les distribuer. Ça, c'est cool. Si j'ai une carte pour me soigner, mais que moi, je suis en pleine forme, eh ben, je peux donner les points de soin à mes petits copains. Par contre, un gain de soins ne peut pas être divisé entre plusieurs joueurs, mais si vous profitez de plusieurs gains séparés, vous pouvez assigner chaque gain à un joueur différent. Tout ça, c'est expliqué bien en détail juste ici. Ça renforce l'aspect coopératif, l'esprit d'équipe, je trouve ça très bien. Si on se penche maintenant sur le livre de campagne, alors c'est là que je veux pas trop vous spoiler, je veux pas vous ruiner l'expérience, donc on va juste lire le début ensemble. Si vous voulez en savoir plus, je vous montrerai quelques pages supplémentaires. Si vous voulez pas vous spoiler,
regardez juste l'intro et puis on se dit au revoir. Donc lisez ceci au début de votre aventure. Vous êtes un maître des éclats, un chef parmi les descendants de l'humanité, lié à un éclat qui vous offre un pouvoir incommensurable. Depuis des semaines, vous êtes assailli de visions qui semblent vous montrer une gigantesque formation cristalline au beau milieu d'un vaste désert. Ces visions vous ont guidé jusqu'à un immense éclat rouge sang, aussi haut qu'une maison, dont le flanc est fissuré, l'entrée d'une caverne. Vous y pénétrez et parcourez un dédale de tunnels scintillants avant d'atteindre une sorte de chambre rouge. Les autres maîtres des éclats, venus par d'autres chemins, y arrivent en même temps que vous. Vous vous préparez à combattre quand soudain une silhouette apparaît dans un éclair écarlate. Un garçon à la peau sombre et tout de rouge vêtu vous fixe de ses yeux dorés. « Je suis Rez, commence-t-il, je viens du futur. » C'est pas Marty et le doc. Les autres maîtres sont aussi surpris que vous. Dans ces contrées parsemées d'éclats où des miracles se produisent chaque jour, la venue d'un voyageur temporel reste malgré tout difficile à croire. Le garçon affiche un sourire espiègle. Vous ne me croyez pas naturellement, il vous faut du temps. Un éclair passe dans ses yeux et votre esprit est assailli de visions de fin du monde, un chaos infernal de monstres, de violence et de destruction. Alors que les images s'évanouissent, Rez explique qu'il a déjà assisté plusieurs fois à la fin des temps, à Zbogoul. À chaque fois qu'il meurt, son éclat, une imposante épée écarlate, on l'a vu tout à l'heure, là, le renvoie ici même. Eh bien, c'est un jour sans fin. Vous lui demandez pourquoi il vous a rassemblé ici. Voilà bien longtemps que vous menez cette guerre pour les éclats, sans voir les nouvelles menaces qui s'abattront bientôt sur vous, répond-il. Vous êtes fait de dangereux ennemis, et vous ne pourrez pas les arrêter sans aide. Pour sauver le monde, vous allez devoir travailler ensemble. Vu la situation mondiale actuelle, c'est effectivement de très bonnes... c'est dans le ton. Vous regardez les autres maîtres. Ils semblent soucieux et hésitants, se méfiant de quelques traîtrises fomentées par ce nouvel arrivant. Vous-même vous doutez, mais les visions ne mentent pas. Vous annoncez que vous êtes prêt à aider. Un par un, les autres maîtres vous suivent. Parfait, dit Rez. Le temps nous est compté et nous avons un choix à faire. Donc, à partir de là, on se lance dans la campagne. Pour le premier combat, vous aurez le choix entre Moxai, dont je vous ai déjà parlé, ou Vox Omega. Donc, je le redis, là, attention, spoiler alerte, je vais vous montrer un petit peu la suite. Si vous voulez découvrir par vous-même la campagne, les boss, les conditions de victoire et trucs comme ça, n'allez pas plus loin. Warning alerte. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne campagne et des super parties de Shards of Infinity. Pensez au petit pouce bleu, bien sûr. Pensez à partager la chaîne. Mais si vous voulez en savoir plus, eh ben, restez avec moi. Très important aussi, je vous mets dans la description de cette vidéo des liens vers des parties commentées. Comme ça, vous pourrez aussi voir plus spécifiquement le gameplay, le déroulement et puis les différentes options qui s'offrent à vous. Alors moi, là, les liens que je vais mettre, c'est des liens que j'ai trouvés au moment où j'ai tourné cette vidéo. Donc on est en mai-juin 2022. Il y en aura sûrement d'autres. N'hésitez surtout pas si vous trouvez d'autres liens intéressants à me les marquer dans les commentaires et soit j'épinglerai les commentaires tout en haut, soit je rajouterai ça à la description de la vidéo. Grâce à la magie du montage, 24 heures se sont écoulées et vous notez que les cartes sont maintenant slivées puisqu'on a fait les 2 premières parties avec ma chérie. Donc on est parti sur Vox Omega puisque je vous avais déjà parlé de Moxai dans la première partie. Donc on en était resté là. Vox est le chef des Talos, une bande d'esclavagistes du désert de Verre. Cela fait des années que cette faction se développe dans l'ombre. Leur ascension vers le pouvoir commence aujourd'hui avec le rapt des ingénieurs d'un centre de recherche Homo Deus. Vox compte les forcer à développer de redoutables armes qui sèmeront la mort et, à terme, provoqueront la fin du monde. C'est toujours aussi joyeux. Quand vous continuez, vous avez de nouveau des textes d'ambiance immersifs pour Moxai ou pour Vox Omega. Alors là, je vous relis pas tout. Si vous voulez regarder de plus près, faites un petit arrêt sur image. On va aller directement à la page du jeu. Donc ça, c'est pour Moxai. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez les factions
qu'il va commander, qui vont composer son deck du destin en plus de ses attaques perso, et puis les caractéristiques du combat. Ensuite, alors on va directement passer sur Vox Omega, celui qu'on a choisi. Donc c'est pas les mêmes factions que l'autre. Vous avez les deux qui sont ici. Il est où le deck? Il est là. Je vais vous montrer quelques cartes. Et donc ces caractéristiques. Explosion. Au début du tour de Vox Omega, tous les pièges qui se trouvent devant les joueurs explosent. Infliger 10 dégâts. Boum! À chacun des joueurs concernés, puis défausser tous les pièges. Je vais être tout à fait honnête et transparent. La première partie, on s'est fait rouler dessus, mais sévèrement. Le gros point positif, par contre, c'est que c'est super fluide. J'avais peur qu'on galère avec le tour du boss, puis notre tour, puis le tour du boss. Et en fait, ça va vraiment tout seul, puisque le tour du boss, vous résolvez en fait tout de suite les actions des cartes que vous piochez. Donc ça va super vite. C'est super fluide et on a compris tout de suite. Et on s'est fait plier en deux tout de suite. La deuxième partie, on l'a pas gagné, mais ça s'est joué à 4 points de vie. Il lui restait 4 malheureux points de vie pour qu'on le batte, donc je pense qu'on va rejouer ce soir. Et que maintenant qu'on a bien compris, on va le tarter. Donc vous avez ensuite, quand il atteint 5 de maîtrise, bannissez toutes les cartes de la rivière avec un coup de 3. Puis compléter la rivière, c'est ce qui nous a en grande partie foutu dedans sur la première partie, parce que il est monté très vite avec les cartes qu'il a piochées, et nous on ne pouvait pas recruter les cartes faibles, donc on s'est retrouvé vite dos au mur. Et ouais, ça c'est pas super bien passé. Alors, que réplicateur, ça c'est une attaque permanente, donc on ne défausse plus les pièges lorsqu'ils explosent. Alors là, les pièges, c'est ses attaques à lui, donc ça c'est les cartes des factions qu'on a ajoutées. Vous voyez, en fait, il met des pièges. Donc ça, c'est le piège double, c'est le plus méchant. Lorsque cette carte est jouée, Vox gagne 2 de maîtrise, et lorsque vous recrutez 2 cartes lors d'un même tour, on défausse ce piège. Donc là, pour pouvoir le dégager, il faut piocher 2 cartes, sinon ça reste devant le joueur, et il se mange 10 dégâts à chaque fois. Et le gros problème, enfin le gros pépin avec celui-là, c'est que si ce piège explose, plutôt que de prendre que 10, c'est ça, c'est bien 10 à chaque joueur. Donc si ce piège explose, infligez 10, Vox infligé à tous les joueurs adverses à la place. Ok, donc c'est bien ça. Donc ça c'est aussi un double. Là, celle-ci, lorsque cette carte est jouée, il gagne seulement 1. Et pour la défausser, il faut forcément piocher une carte ordre. Quand ça peut être en plus, il prend la maîtrise. Donc la même chose pour l'Homodeus, la même chose pour le Spectra et la même chose pour le Maquis. Hop, au passage, cette illustration est très belle. C'est très grimdark, c'est parfaitement le style de figurine que j'aime, avec un métal non métallique bien vieilli là. Les effets d'usure de texture qui sont de toute beauté. Donc vous l'avez compris, nous on l'a pas encore tarté Vox Omega, j'espère que c'est pour ce soir. Je vais quand même aller un petit peu plus loin avec vous sans trop rentrer dans les détails, parce que j'ai pas non plus envie de trop me spoiler la suite. À noter aussi, alors un truc important, vous voyez, quand j'ai déballé, je me suis dit mais pourquoi ils ont mis ce cadran là? En fait, pourquoi on a deux molettes pour les points de vie? Pourquoi c'est pas juste une molette avec 50 et qui descend à 0? Alors tout simplement parce que les premiers boss, ils ont 50 points de vie, et quand on va aller plus loin, la deuxième série, donc là on a 75 et 75, ça commence à picoter, 75 aussi, et pour l'étape finale, 99 points de vie, et là aussi, donc ça picotouille un petit peu, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Faut pas se dire allez en une soirée on plie le jeu, parce que je pense quand même qu'il y a une grosse difficulté. Et là c'est en mode facile, donc on avait en plus sauté le premier tour du boss. Donc ça va encore booster la rejouabilité, l'intérêt du jeu, parce que je pense pas, à moins d'un énorme coup de bol sur la pioche, je pense pas que vous réussirez à le finir en une soirée. Et moi ça me plaît tout à fait. Du coup, lorsque on aura battu Moxai ou Vox Omega, alors je lis pas le texte, hein, pareil, si vous voulez le lire, moi je le lis pas, je suis sur le retour écran de la caméra, là je regarde pas. Alors par contre, il y a ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est très important, sauver des alliés. Mélangez les cartes sauvées et placez-en 6 visibles sur la table. Chaque joueur choisit une carte et l'ajoute définitivement à son deck de départ.
Lorsque vous retirez des cartes de votre deck à la fin d'une partie, conservez ces cartes à bord gris avec vos cartes de départ. Remettez les cartes non choisies dans la pioche des cartes sauvées. Donc les cartes sauvées, je vous les ai montrées tout à l'heure. On les reconnaît parce qu'elles ont un bord gris. Donc en gros, celles-ci, vous allez les mettre dans votre deck définitivement. Même si vous les perdez, même si elles sont défaussées, même si un autre joueur vous la pique pendant la partie, et ben à la fin de cette partie, ce que vous gagnez ou que vous perdiez, vous allez les récupérer et les intégrer à votre deck de départ. Et je trouve ça très cool parce que vous l'avez vu, la difficulté va vraiment crescendo. Ils ont de plus en plus de points de vie, mais vous allez avoir des renforts permanents qui vont renforcer votre deck au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne. Autre truc très important aussi. Alors, il faut que je le retrouve. Je l'ai vu ici. Voilà, quel que soit le camp vainqueur, les joueurs réinitialisent leurs points de vie et leur maîtrise et leur deck de départ au début de chaque rencontre avec un boss. Donc, on imagine bien, c'est une campagne. Vous venez de tarter Vox Omega ou un autre. Vous allez vous reposer avant d'attaquer le suivant, donc vous récupérez vos points de vie et donc vous récupérez votre deck. Après Vox Omega, nous aurons donc le choix entre Dominatus ou Vivronce. Je lis toujours pas, je ferme les yeux. Hop, donc Dominatus et Vivronce, vous avez les petits textes d'intro et ensuite vous allez soit à la page 16, soit à la page 20 en fonction de votre choix. Ça fait très livre dont vous êtes le héros, je suis fan. Donc Dominatus, il est là. Petite particularité de celui-ci, il a deux modes. Le mode je te tape et le mode je te tape très 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 fort. En gros c'est ça, là, c'est le mode ravage sur lequel il va basculer en passant à 5, 15, 20 et 25 points de maîtrise. Et en mode ravage, il est ultra vénère. Donc lui, clairement, déjà il a 75 points de vie, pardon. Ça pique, et là quand il passe en ravage, ça double pique. Donc là, il faudra faire gaffe à ses points de maîtrise à lui, pour pas qu'il monte trop souvent en mode ravage, sinon... Et pour le remettre en mode normal, il faut qu'il ait subi au moins autant de dégâts que son niveau de maîtrise actuel. Ok, cool. C'est sympa ça aussi. Ce petit aller-retour, ça fait un personnage un peu particulier. Je trouve ça très bien pensé. Ça apporte de la dynamisme, un petit peu de suspense parce que on a toujours la flip qui monte en mode ravage. C'est très bien trouvé. Voilà Vivronce, très pénible aussi. J'ai regardé, elle a des cartes sport empoisonnées qui sont bien pénibles. Au passage, cette illustration aussi est vraiment superbe. Ce vert saturé là, avec ce rouge, ce beige, c'est magnifique. Vraiment. Hop, une fois qu'on aura tarté les deux, et ben on attaquera le boss final. On aura soit la mère des failles, soit la hackeuse d'âme. Alors en fait c'est Viria, mais en deux personnalités différentes. Toujours du texte d'intro, de l'immersion. Donc ça, c'est le mode mère des failles. Mon Dieu que c'est beau aussi, tous ces OSL, là, ces métaux, toutes ces textures. Et le mode hackeuse d'âme qu'on retrouvait sur la boîte. Et il reste une dernière page. Donc là, je tourne même pas cette page. Là, c'est la fin de la campagne. Je ne vous montrerai pas la fin. Autant garder un petit peu quand même de suspense et de surprise. Oh, les éclairs, là, c'est magnifique. Ce vert aussi est magnifique. Un grand bravo aux illustrateurs, c'est du super boulot. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle extension pour Shards of Infinity. Pour moi, c'est de nouveau un sans faute. Déjà, la première extension qui apportait le mode solo et les reliques m'avait emballé. Mais là, c'est un peu le deuxième effet qui se coule. On a des nouvelles cartes, un nouveau perso et surtout ce mode campagne qui est très amusant. Ce mode campagne coopératif, j'insiste dessus. C'est ça qui est très fun. Si vous avez fait 60 parties contre votre conjoint, votre conjointe ou vos copains et que bon, le plaisir de jeu diminue un peu, et ben là, vous allez retrouver le plaisir de jouer
ensemble pour déglinguer les différents boss et essayer de sauver le monde. Il y a du challenge et c'est très sympa, c'est très rafraîchissant. A noter également qu'il existe un Discord Yellow avec une section Shards of Infinity et une communauté adorable et très réactive. J'ai posé 2 questions suite à la première partie qu'on a faite avec ma chérie, parce qu'il y a un truc que je comprenais pas bien. On a eu la réponse en moins de 5 minutes, avec énormément de cordialité et de bienveillance. Vraiment, j'adore. Donc c'est un groupe que je suivrai maintenant avec grand plaisir. Si jamais vous faites des parties commentées, des parties filmées, là aussi, n'hésitez surtout pas à me noter le lien dans la description, enfin dans les commentaires de cette vidéo, et j'ajouterai à la description pour que tout le monde puisse en profiter. Pour moi, c'est un sans faute, c'est un jeu génialissime, j'adore Shards of Infinity, je pense que vous l'avez compris. Si vous avez l'occasion de le tester, foncez, c'est un excellent jeu, je suis à peu près certain que vous accrocherez. Les mécaniques sont très cool. Y a de l'innovation, c'est dynamique, c'est fluide, ça va vite, c'est fun. Pour moi, c'est tout ce que je recherche. Allez, nous voilà au bout de ce nouvel unboxing. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous pencher sur Shards of Infinity. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos retours dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je le redis, pensez s'il vous plaît à liker, pensez à partager, pensez à en parler aux amis. C'est le bouche-oreille qui permet à tout ce contenu 100% gratuit et 100% public de perdurer. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.